veut qu'on l'appelle Jean le Preux. Mais il ne sera que Jean l'affreux. Elle est fabuleux. Un malicieux. En l'an de grâce 987, la France frémit. Le dernier descendant de Charlemagne, Louis le Fainéant, vient de trépasser. Chacun garde en mémoire le retour des Sarrasins au sud et des Vikings au nord. L'an 1000 approche. Sera-ce comme semble le prédire la Bible, l'Apocalypse, le retour du chaos, la fin du genre humain? Il faut choisir un nouveau roi pour la France. Un homme de bon sens, capable de restaurer la paix et la confiance. Maint château fort abrite des seigneurs qui bravent l'autorité royale. Plus de commerce car les routes ne sont pas sûres. L'Église seule tente de limiter la violence en établissant la trêve de Dieu, qui interdit de tuer et de voler à main armée du mercredi soir au lundi matin. Autant dire que du lundi matin au mercredi soir, on s'en donne à cœur joie. Pillage, meurtre, viol. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome to the history of France from the year 1000 Jeanne d'Arc. Une petite histoire de France de l'an 1000 à Jeanne d'Arc, je vous demande d'accueillir... Louis VI, Louis VII, Aliénor d'Aquitaine, Henri Plantagenet, Jean Plantagenet, Philippe Auguste, Saint-Louis, La Peste, Philippe le Bel, Isabelle de France, Philippe de Valois, Édouard III, Jean de Bohême, Jean le Bon, Charles V, Bertrand du Guesclin, Charles VI, le duc d'Orléans, Jean sans peur, Henri V, Charles VII et Jeanne d'Arc. En position! Formation carrée! C'est en 1108 que Louis VI, dit le Gros, commence à s'activer. C'est un garçon énergique, sensuel et gourmand. Toujours à cheval et l'épée à la main, il combat sans relâche nobles et brigands et parvient à remettre de l'ordre dans ses domaines. Mais il meurt jeune, tellement dévoré par son ventre que sa graisse l'a perdu. Son fils, Louis VII, jeune homme timide, dévot et sans envergure, commence son règne par un coup de maître. Il épouse la sublissime Aliénor d'Aquitaine, héritière du duché d'Aquitaine. Mais les deux époux ne s'entendent pas. Aliénor regrette ses troubadours d'Aquitaine et dit avec mépris: J'ai épousé un moine et non un homme. Le pauvre Louis est dévoré de jalousie. Aliénor est trop belle, trop courtisée. Et Aliénor s'ennuie. Alors, pour la distraire, il l'emmène aux croisades découvrir les saveurs orientales. Et c'est là-bas, entre le Caire et Tripoli, que la belle Aliénor succombe à ses démons et trompe son réel époux avec, dit-on, un sarrasin. Furieux, humilié, le roi de France répudie son épouse. Il divorce. J'offre donc ma grosse dot à un grand roux très viril. Henri Plantagenet, comte d'Anjou, duc de Normandie et roi d'Angleterre. L'héritier de la maison Plantagenet, l'un des 10 enfants d'Aliénor, se nomme Jean. C'est un personnage aussi dément que cruel. Mais Philippe Auguste, suzerain du royaume de France, confisque les domaines français de Jean Plantagenet qui devient Jean sans terre. C'est la guerre. 25 000 hommes du côté des Français, 80 000 du côté de la coalition ennemie. Formation triomphe! Marchons! C'est alors qu'entre en scène Philippe de Dreux, qui tient par hasard une massue à la main et qui manifestement oublie sa qualité d'évêque. Il se contente de briser les membres de ses adversaires sans jamais verser une goutte de sang. Ça suffit là, formation furée! Louis IX, Saint-Louis, le justicier pieux, va poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. Il accueille chaque jeudi 13 pauvres à sa table et leur lave les pieds de ses propres mains. C'est dégueulasse, je suis vraiment obligée de faire ça?
Chaque vendredi, il se fait donner le fou et insiste pour qu'on frappe fort. Frappez fort! Il se prive des aliments qu'il aime, se force à boire de la bière, boisson qu'il déteste, et verse de l'eau dans son vin, boisson qu'il adore. Et comme il aime par-dessus tout honorer son épouse, la délicieuse Marguerite de Provence, il fait chambre à part. Naturellement, on le retrouve quelquefois dans les couloirs et dans les escaliers pour une petite entorse à la sainte chasteté. Marguerite! Marguerite! En l'an 1270, il part pour la croisade. Marguerite? Il est frappé par la peste à Tunis. Lali! En 1285, Philippe le Bel prend la relève. Son but, remplir les caisses du trésor. Il met en place une mesure révolutionnaire. Il crée l'impôt sur le clergé. Et comme le pape Boniface n'est pas d'accord, il l'envoie croupir au cachot. Prisonnier et expirant, il refuse tout aliment et meurt d'une fièvre frénétique. On raconte qu'il se serait brisé la tête contre les murs après s'être dévoré les doigts. Philippe le Bel s'en prend aussi aux Templiers. On ne sait pas ce qui se passe dans leur maison. On parle d'orgies et d'actes contre nature. On forcerait même les novices à... Philippe le Bel les fait arrêter, torturer et leurs richesses reviennent au coffre du trésor royal. Mais un jour, il fait une chute de cheval et il meurt. Il n'a qu'une fille, Isabelle de France. Pour éviter qu'elle ne porte la terre de France en dot à son époux, c'est Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, qui hérite de la couronne. Mais Édouard III, roi d'Angleterre, fils d'Isabelle de France, petit-fils de Philippe le Bel, fait valoir qu'il est l'unique héritier légitime au trône de France. Cette réclamation va provoquer la plus longue guerre de tous les temps. La guerre de 100 ans. Position charnier! En 1346, l'Angleterre envahit un pays sans défense. L'armée française vient la rejoindre à près de Crécy. On retiendra le combat fulgurant de Jean de Bohême, le seigneur aveugle qui voulait absolument combattre. La peste noire, bubonique, transmise par les puces de rats, se manifeste par l'apparition de ganglions lymphatiques, les bubons, qui peuvent être gros comme des pommes et de taches noires. Les pestiférés meurent dans d'atroces souffrances, après de longues convulsions et des crises de délire. Allez, on convulse! Allez! Dans certaines régions, des villages entiers sont décimés. Des charrettes précédées de clochettes pour avertir la populace de déguerpir transportent des monceaux de cadavres qu'on entasse dans des fosses communes ou sur des bûchers. Bon, le fils de Jean le Bon, Charles V, froid, timide et chétif, surnommé le Sage, lui succède en 1361. Il n'a qu'une idée en tête, chasser l'anglais du territoire. Personne pour Charles V? Non, personne. Il s'offre les services d'un certain Bertrand du Guesclin. Petit, laid et rusé, ce petit noble breton délivre les provinces du sud-ouest. Château par château, ville après ville. Du Guesclin, au moins? Toujours pas. Sérieux? Bon, en 1362, le nouveau roi Charles VI devient fou. À ce moment-là, l'État est pris en charge par un conseil de régence, mais ses membres ne s'entendent pas. Non, je suis désolée, c'est pas possible, ce n'est pas, ça va pas le faire. Mais ça suffit là! Daline! Ensuite, le duc d'Orléans, brillant, aimable, léger, courtois, entre en conflit avec son cousin, le duc de Bourgogne, le fameux Jean sans peur. Peu d'avantages physiques, peu d'apparence, peu de taille, peu de facilité. Jean sans peur fait assassiner le duc d'Orléans. Piou piou! C'est le signal de la guerre civile. Position charnier 2! Non. Allez gars, c'est bon! C'est alors que Charles VI, le roi fou, privé de ses dernières lueurs, commet l'irréparable. Il désigne Henri V, le roi d'Angleterre, pour lui succéder au trône de France. Hello! Son fils Charles VII, déchu de ses droits au trône, erre dans les parties du royaume qui ne sont pas encore occupées par les Anglais. Eh oh!
Y a quelqu'un? Orléans est assiégé et sur le point de succomber. Mais heureusement, tout va changer en quelques semaines. Dans le village de Domrémy vit une jeune bergère, une certaine Jeanne d'Arc. C'est une fille simple, douce et timide et qui se plaît à l'église. Un jour d'été, la jeune fille entend une voix qui lui dit « Jeanne va délivrer le roi de France et lui rendre son royaume. Messire, je ne suis qu'une pauvre fille, je ne saurais chevaucher et guider des hommes d'armes. Sainte Catherine et Sainte Marguerite t'assisteront. Jeanne entend ces voix pendant 4 ans. Il va bien falloir leur obéir. » Convaincus que la Providence leur a envoyé une sainte et une héroïne, les gens du peuple se cotisent pour équiper la jeune bergère et lui acheter un cheval. Elle part, sous la conduite de 6 hommes d'armes. Elle arrive à Chinon où se trouve Charles VII. Jeune dauphin, Dieu a pitié de vous, de votre royaume et de votre peuple. Si vous me baillez des soldats, j'irai lever le siège d'Orléans et je vous mènerai sacré à Reims, car tel est le plaisir de Dieu. Charles VII accepte. Ok. La petite bergère conduit ses soldats à l'assaut des grandes bastilles en bois dont les Anglais ont entouré la ville. Elle prend une échelle, la dresse contre le rempart et monte la première. Un trait d'arbalète vient frapper la jeune fille à l'épaule et, entrant au-dessus du sein, ressort de 4 à 5 pouces derrière le cou. Les soldats français s'élancent avec fureur et lèvent le siège d'Orléans. Sans perdre une minute, Jeanne conduit Charles VII à Reims. Le dauphin y est sacré solennellement roi de France. Jeanne veut ensuite retourner garder les troupeaux de son père. On la retient. Lors d'une sortie, elle tombe aux mains des Bourguignons. Elle est transportée à Rouen dans une cage de fer. Son procès commence. Condamnée à être brûlée vive comme sorcière, la sentence est exécutée le 30 mai 1431. Un bûcher est élevé. Lorsque Jeanne sent que la flamme va l'atteindre, elle invite le frère Martin à se retirer. Le dernier mot qu'elle prononce au milieu des flammes est « Jésus ». Quand on présume que la pucelle a expiré, on écarte les tisons ardents pour que chacun puisse la voir. Tout est consumé, hors le cœur qui reste entier. Ah non, ça c'est pas Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'était The History of France from the year 1000 to Jeanne d'Arc. Une petite histoire de France de l'an 1000 à Jeanne d'Arc. Je vous demande d'applaudir. Louis VI, Louis XVI, Aliénor d'Aquitaine, Henri Plantagenet, Jean Plantagenet, Philippe Auguste, Saint-Louis, La Presse, Philippe le Bel, Isabelle de France, Philippe de Valois, Édouard III, Jean de Beauharnais.